Bonjour, je m'appelle Andra Stenku, chargée de projet à la Fédération internationale du vieillissement. C'est avec grand plaisir que nous vous souhaitons bienvenue au webinaire francophone La vaccination en France, changer les perceptions publiques. Pendant l'heure suivante, vous entendrez trois panélistes extraordinaires parler des travaux en cours dans le domaine de la vaccination tout au long de la vie et des moyens de changer les perceptions du public. Nous vous invitons à soumettre vos questions ou commentaires sur les présentations d'aujourd'hui en utilisant la fonction questions et réponses en bas de vos écrans pour discussion dans la dernière partie du webinaire. Aujourd'hui, on va traiter la base de la priorisation de la vaccination des adultes parmi les organisations de patients et professionnels à l'échelle nationale, ainsi que de bonnes pratiques en matière de priorisation stratégique de la vaccination des adultes et prochaine étape pour le contexte français. Maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter notre animateur, M. Denis Prudhomme, directeur général de la Fédération de l'âge d'or du Québec, ou FADOC, qui nous joint du Québec-Canada. Le réseau FADOC est un chef de file dans la défense des droits des personnes âgées au Canada, représentant plus de 535 000 membres. Et nous sommes très reconnaissants pour la participation de M. Prudhomme aujourd'hui en soulignant l'importance de la vaccination des adultes. M. Prudhomme, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors évidemment, au niveau du réseau FADOC, pour nous, c'est une très grande importance pour ce qui est de la vaccination, étant donné que notre organisation s'occupe des 50 ans et plus, donc dans lequel groupe on trouve des gens plus vulnérables, donc plus de 65 ans, et des gens atteints avec maladies chroniques. Suivante, s'il vous plaît. Suivre, merci. Donc, le réseau FADOC, en fait, contribue depuis beaucoup plus de 10 ans à diffuser l'information des campagnes de vaccination qui sont organisées par le gouvernement. Nous les diffusons dans nos différents outils, incluant notre magazine, pour s'assurer que les gens puissent prendre connaissance lorsque la vaccination est disponible selon les groupes d'âge. Je pourrais vous dire qu'en 2009, avec l'épisode du H1N1, la vaccination était recommandée spécifiquement par l'OMS, entre autres pour les aînés de 65 ans et plus, et dans lequel groupe, avant qu'on procède à la vaccination ici au Québec, malheureusement, ce groupe était représenté avec la majorité des morts lors de l'épisode H1N1, jusqu'à ce que justement on commence à vacciner les gens pour éviter ces morts, pardon. En 2017, évidemment, malheureusement, dans des contextes budgétaires parfois difficiles, il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas toujours les meilleures. Entre autres, le gouvernement, à ce moment-là, avait songé à éliminer la couverture pour les 65 ans et plus pour la grippe, contre la grippe, pardon. Et bien entendu, notre organisation avec d'autres, nous avons mis de l'avant, si on veut, des représentations pour essayer de faire changer. Le gouvernement a poursuivi cette année-là, heureusement, la couverture pour la vaccination contre la grippe chez les 65 ans et plus. L'année suivante, en fait, on ne pouvait pas demander mieux. L'Institut national de santé publique du Québec recommandait évidemment la continuité du programme de vaccination contre la grippe et les pneumocoques auprès, évidemment, des enfants, des personnes avec maladies chroniques et les aînés 65 ans et plus. Ils ont aussi ajouté quelque chose que, de notre côté, ça faisait quand même une année ou deux qu'on commençait à demander parce qu'on voyait des conséquences, des fois, qui pouvaient être relativement graves chez les 65 ans et plus, surtout que le pourcentage de personnes qui peuvent être atteintes du zona chez les 65 ans et plus augmente de plus en plus avec l'âge. Donc, l'Institut national de santé publique a dit que le programme devrait considérer un ajout, soit la vaccination pour la couverture contre le zona chez les 65 ans et plus. Suivante, s'il vous plaît. Donc, évidemment, quand on regarde un petit peu le portrait, si je me réfère à la dernière décennie, il est essentiel de considérer que pour maintenir une qualité de vie adéquate de nos aînés aujourd'hui et de demain,
Évidemment, quand je dis les aînés, c'est parce que nous les représentons, mais c'est de toute personne, et vous allez voir plus loin, une couverture appropriée contre la grippe, les pneumocoques et le zona. Pourquoi dans le cas des aînés? Parce que ces personnes sont considérées plus à risque et les conséquences sont souvent plus graves, surtout si ces personnes sont atteintes de maladies chroniques. En deuxième lieu, évidemment, majoritairement, ces personnes, ici, on peut parler des femmes de 60 ans et plus, sont des proches aidantes en grande majorité, donc auprès de personnes plus vulnérables, donc doivent être en tant que telles protégées. Et en dernier lieu, et non le moindre, ces personnes sont des grands-parents et ils s'occupent de petits-enfants. Donc là aussi, on voit qu'il y a une pertinence à couvrir ces gens-là avec des programmes de vaccination. Évidemment, on voit qu'il y a des données scientifiques qui démontrent clairement que la vaccination est positive pour diminuer les risques, les conséquences dans la grande majorité des cas. Il y a aussi des données probantes, en fait, qui identifient les groupes les plus vulnérables et donc ceux qui devraient être couverts pour éviter des conséquences plus graves ou davantage de conséquences au niveau de ces gens-là. Et puis, en dernier, en fait, l'expérience au fil des décennies nous a montré que la vaccination, elle est recommandable pour tous ultimement afin d'enrayer des fléaux potentiels qui pourraient causer de graves problèmes à l'échelle mondiale. Donc, ça vous fait un peu le contexte pour donner la suite avec nos conférenciers qui, eux, adresseront des sujets spécifiques. Donc, nous allons passer au prochain sujet, une stratégie suivie à tous les âges avec notre prochaine conférencière, donc professeure Catherine Nouvelle-Olivier, qui est professeure honoraire en pédiatrie et experte en vaccinologie en France. Elle va parler du plaidoyer pour une stratégie suivie à tous les âges, notamment les plus âgés. Professeur Olivier, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présentation simple, qui est une excellente base pour enchaîner. Je suis effectivement pédiatre. Un pédiatre s'occupe beaucoup de la famille, a pu côtoyer beaucoup de grands-parents. Et par ailleurs, depuis 25 ans, je travaille dans le monde de la vaccination, parce que c'est vraiment un monde. Et au fond, mon premier message, c'est que la vaccination, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, je vous propose un plaidoyer pour une stratégie, bien entendu, suivie à tous les âges, mais j'aurai une focalisation sur les personnes les plus âgées. Donc, cette vaccination et ces stratégies vaccinales à tous les âges, j'essaierai de vous expliquer pourquoi, avec quoi, quand, comment et où. Et tout d'abord, je vous représente un graphique d'une population. Vous prenez la population d'un pays et dans cette population générale, on peut individualiser des groupes. Je redis qu'il est indispensable de penser à tous ces groupes et à chacun de ces groupes pour des politiques vaccinales. Il est évident que notre pays, la France, a un accent très fort et extrêmement positif à l'heure actuelle sur la vaccination de l'enfant. S'intéresse également à la vaccination des adolescents, à un groupe de travail sur la vaccination des femmes enceintes. Mais vous voyez que toutes ces populations, qu'elles soient migrantes, des voyageurs, des femmes enceintes, des enfants ou des personnes de 60 ans et plus, peuvent avoir des facteurs de risque médical. Et aujourd'hui, je vous parlerai presque uniquement des personnes qui ont 60 ans et plus, qui sont donc 3e âge et 4e âge. Et vous voyez que les populations à risque sont particulièrement représentées dans ce groupe. Alors, pourquoi vacciner? Je vais vous donner des réalités démographiques récentes et des 40 dernières années, des données de santé sur la vulnérabilité des personnes. Au fond, chaque fois qu'on prend une décennie d'âge, on ajoute des critères de vulnérabilité très variables, intrinsèques ou du fait de maladies chroniques, de cancer ou de dépendance. Des données épidémiologiques récentes sur nos pays. Et puis, en réalité, je le mets à la fin, mais je vais commencer par ça. L'OMS s'intéresse également à ce qu'ils appellent le healthy aging. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important.
Donc, commençons par ça. En mai 2016, l'OMS s'est réunie pour une assemblée mondiale sur la santé. Et au fond, ils écrivaient pour la première fois dans l'histoire, la plupart des personnes dans le monde vivront jusqu'à leurs 60 ans et au-delà. Raison de plus pour s'occuper de cette population. Et fait important et intéressant, non seulement cet allongement de la vie est bien entendu lié à une diminution de la mortalité dans l'enfance et des femmes enceintes, mais aussi à la baisse de mortalité aux âges les plus élevés. Et donc, vous voyez bien qu'un certain nombre de groupes d'action, dont la vaccination, ont une place très importante à jouer dans les âges les plus élevés. Et je vous ai juste extrait le but numéro 3, qui est d'assurer une vie en bonne santé et de promouvoir le bien-être à tous les âges. Et ça, dans les populations âgées qui se sentent parfois un petit peu laissées de côté, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Revenons à la France. Les dernières données au 1er janvier 2020 sont issues de l'INSEE, organisme officiel. Notre population globale est de 67 millions. Notre nombre de naissances annuelles de l'ordre de 750 000, un petit peu inférieur à 2018, pour un indicateur conjoncturel de fécondité de 1,87, qui, bien qu'il soit le plus élevé de l'Union européenne, ne permet pas la continuité de notre population jeune. L'augmentation annuelle de la population est faible. Le nombre de personnes décédées est inférieur au nombre de naissances, comme vous le voyez, mais vous noterez qu'il augmente discrètement par rapport à 2018. Et si l'on établit l'espérance de vie à la naissance, elle reste supérieure pour les femmes à 85,6 ans par rapport aux hommes qui atteignent presque 80 ans. Enfin, notre population migrante, qu'il ne faut pas oublier, est de l'ordre de presque 10%. Alors, si je continue dans les données, comme vous le voyez, on essaye d'avoir ce qu'on appelle le solde naturel. Le solde naturel, c'est la différence entre les naissances et les décès. Et vous remarquerez qu'entre 1957 et 2019, il y a une diminution de ce solde, ce qui traduit bien que notre population vieillit et que nous faisons moins d'enfants. Sur la droite, vous avez le solde naturel et migratoire. C'est assez intéressant de voir aussi que notre solde migratoire ne permet pas de compenser, mais on arrive dans des dimensions qui sont un peu différentes de celles que je vais aborder aujourd'hui. Quant à l'évolution de la fécondité entre 1975 et 2018, vous voyez que si l'on prend en base 100 l'année 1975, on a nettement moins de naissances que l'on en avait à l'époque, même s'il y a eu une période favorable dans les années 1999 jusqu'en 2014, et cet effet est en train de s'épuiser. Les femmes ont, elles, des enfants beaucoup plus tard. Enfin, sur la droite, l'espérance de vie à la naissance est intéressante, car si elle continue d'augmenter pour les femmes et pour les hommes, vous noterez que depuis 2014, il y a un tassement de cette espérance de vie, et c'est un constat réel et objectif, d'une part, et d'autre part, l'écart entre l'espérance de vie entre les hommes et les femmes est en train de s'estomper. Alors, si l'on continue avec ces données-là, je crois que la notion qui est que dans le domaine de la santé publique et de la vaccination en particulier, on s'intéresse particulièrement aux populations jeunes, et je trouve ça bien entendu complètement justifié. Vous noterez que les jeunes de moins de 15 ans représentent 18% de notre population. Et qu'en revanche, les personnes de 65 ans et plus représentent 20,5%. Et que ce phénomène non seulement existe, mais est en train de s'accélérer depuis le milieu des années 2010. Et donc, ne pas s'occuper de cette population est, à mon avis, une stratégie de santé publique tout à fait discutable et qui est à revoir. Alors, certes, nous avons des recommandations, mais je crois qu'il faut s'employer à les rendre opérationnelles et effectives. Plus intéressant aussi, c'est l'évolution de la pyramide des âges de 75 à 2019, qui vous confirme que la population des enfants de moins de 15 ans est en train de se rétrécir un petit peu en peau de chagrin, et en revanche, la population des 60 ans et plus subit un phénomène d'expansion, même si du côté des femmes, on a une petite marge supplémentaire dans les populations les plus âgées. Ce qui se traduit de la manière suivante. Vous voyez que les moins de 15 ans représentaient presque un quart de la population en 75,
il représente à peine 18% en 2019. En revanche, les 65 ans et plus, qui ne représentaient qu'un peu plus de 13% en 1975, représentent un cinquième de la population à l'heure actuelle, avec un phénomène qui va s'augmenter dans les années prochaines. Et sans aller dans les données économiques qui sont en cours de discussion à l'heure actuelle, vous voyez aussi que la population dite active des 20-60 ans est relativement stable, ce qui veut dire que la population des 65 ans et plus pèse davantage et pèsera davantage sur l'ensemble des autres populations et qu'il est largement temps de s'occuper de l'aider à vieillir bien et vivre bien. Alors, quels sont les challenges de cette population qui vieillit à titre individuel et à titre collectif? Si on considère les sujets qui ont 65 ans et plus, finalement, les femmes, en termes d'espérance de vie, ont de l'ordre de 24 ans, 25 ans. Et si l'on regarde combien d'années elles vivent en très bonne santé, c'est la moitié, c'est 10,7 ans. Si l'on regarde la comparaison entre 2004 et 2015, vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. Pour les hommes, ils vivent un peu moins longtemps, 19,4 ans, mais ils ont une durée de vie en bonne santé qui atteint presque 10 ans, c'est-à-dire relativement équivalent à celle des femmes. Et vous pourrez constater qu'entre 2004 et 2015, cette situation s'est plutôt améliorée puisqu'ils ont gagné un point d'année, une année complète de vie en bonne santé. Donc là aussi, je considère que la vaccination contribue au bon état de santé, je vais essayer de vous le démontrer, et que dans ces conditions, il y a un effort à fournir pour non pas se contenter de la moitié du temps en bonne santé, mais de l'intégralité de son temps de vie en bonne santé. Donc, si l'on regarde à nouveau des données européennes, cette fois, mais pays par pays, donc ceci représente la France, si la durée de vie à l'âge de 65 ans et le nombre d'années espérées sans morbidité chronique ou avec morbidité chronique, vous voyez finalement que les femmes vivent plus longtemps, mais avec une morbidité chronique qui est relativement élevée et qui est supérieure à celle des hommes, c'est la couleur la plus foncée. Donc tout ça m'amène à dire que dans ces situations de vulnérabilité ou de morbidité associées, il est indispensable de protéger toutes ces personnes des maladies infectieuses. Et c'est ce que je vais aborder maintenant, les maladies infectieuses à prévention vaccinale et les données épidémiologiques. Comme vous le voyez, on admet que 13% de ces maladies transmissibles ont une part à jouer dans les décès observés. Là, je vous donne quelques données sur la grippe, qui peut être mortelle. Je vous montrerai des résultats sur les 2 dernières saisons, avec des complications parfois sévères, comme une infection pulmonaire grave qui les emmène à l'hôpital, ou, je dirais, l'aggravation d'une maladie chronique. Il y a des réalités immunologiques du vieillissement, on les connaît mieux, on ne les connaît pas probablement encore suffisamment. Incontestablement, le système immunitaire vieillit avec l'âge et il y a une augmentation du risque infectieux. Mais il y a aussi une diminution des réponses immunes à la vaccination et dans les perspectives vaccinales à l'heure actuelle et dans les projets, il y a comment améliorer l'efficience d'un certain nombre de nos vaccins pour qu'ils soient aussi efficaces dans les populations plus âgées que parmi les populations jeunes. Je ne vais pas détailler les différentes catégories de diminution sur l'immunité cellulaire ou l'altération de la réponse humorale. Néanmoins, mon message ici est qu'il vaut mieux se faire vacciner et avoir une vaccination un tant soit peu moins efficace que de faire la maladie elle-même. Alors, par exemple, voici dans les situations graves, ici de sepsis, c'est-à-dire de septicémie, vous pouvez observer d'une part la mortalité chez les hommes et chez les femmes, ce sont les courbes du haut, ici, que vous suivez, et vous pouvez remarquer l'incidence de ces maladies. Le cutoff commence à 50 ans et l'aggravation de ces maladies en termes de fréquence se fait dans les populations de plus en plus âgées. Donc oui, ma question est-ce qu'il faut vraiment mourir d'une maladie infectieuse que l'on peut éventuellement empêcher par une vaccination? Je ne le crois pas. Ensuite, je vais vous parler hôpital. On sait bien que pour les personnes âgées de 75 ans et plus,
Chaque séjour à l'hôpital est un risque de dépendance et qu'une personne risque de ne pas retrouver son niveau antérieur. Donc ça ouvre aussi la porte à beaucoup de réflexions. Comme vous le voyez, les personnes âgées, donc 75 ans et plus, représentent 10 à 15% des visites aux urgences des hôpitaux. Nos hôpitaux sont saturés, on essaye de réduire les budgets, probablement à juste titre. Il faut aussi, dans l'intérêt des patients, essayer de leur éviter d'aller jusqu'à l'hôpital. Donc la prise en charge médicale, en général, elle commence dans le service des urgences. La pneumonie est une des infections les plus courantes des voies respiratoires et qui justifie ces passages. Et une fois sur deux, après le passage aux urgences, les patients vont être hospitalisés. En 2016, les données françaises sont qu'une hospitalisation sur 5 était dédiée aux personnes âgées de 75 ans et plus, toutes causes confondues. Je vais maintenant vous parler du pneumocoque chez l'adulte en vous donnant quelques données qui vont vous paraître éventuellement un peu inquiétantes, mais il faut être face aux réalités. La mortalité des infections invasives à pneumocoque est reconnue allant de 10 à 30%. Elle augmente clairement avec l'âge et comme vous le voyez, à 70 ans et plus, les gens de 70 ans et plus représentent presque la moitié des décès par infection invasive à pneumocoque. En France, les pneumocoques sont la première cause de pneumonie bactérienne communautaire et de méningite bactérienne chez l'adulte. Enfin, le risque de survenue d'une infection à pneumocoque est multiplié par 4 en présence de pathologies chroniques, mais aussi par 23 à 48 chez les patients immunodéprimés selon leur type d'immunodépression. Vous voyez sur la courbe de droite l'aggravation considérable, 1, de l'incidence de la maladie, 2, bien entendu, du nombre des cas en fonction de l'âge. Alors, étant pédiatre et ayant connu l'efficacité des vaccins pneumococciques conjugués, je ne vais certainement pas remettre en question le bénéfice de la vaccination chez les enfants jeunes. Tout ce que je demande, c'est qu'on s'intéresse de façon un peu plus nette à la population des personnes âgées, en particulier à partir de 50 ans, en particulier quand il existe des facteurs de risque. Je crois qu'on a, en termes de santé publique, une véritable action à mener dans ce sens. Cette mortalité des pneumonies communautaires est relativement faible, mais elle augmente avec l'âge, et la mortalité des infections invasives, elle augmente avec l'âge et la présence des comorbidités. Je vais vous en montrer quelques exemples. Du côté gauche, vous voyez l'incidence pour 1000 par âge et conditions de vie. Jusqu'à 65 ans, on a un risque relativement modéré, sauf si on a des facteurs de risque. La seule notion de l'âge supérieur à 65 ans vous augmente au moins par 4 le risque de faire une pneumonie à pneumocoque. Si les personnes vivent en institution, ce risque monte à 6 fois à 10 fois ce qu'il est. Enfin, sur la partie droite de la courbe, vous avez morbidité par mobilité, ce que représente à moins de 65 ans, c'est le bleu, à plus de 65 ans, c'est l'orange. Et vous voyez bien entendu qu'avoir plus de 65 ans et un ou plusieurs facteurs de risque n'est pas très bon pour les pneumonies à pneumocoque. Donc la pneumonie, c'est un des principaux motifs de consultation aux urgences, je l'ai dit. C'est également le deuxième rang des infections nosocomiales chez les personnes âgées. Et les seniors, ça s'explique assez facilement, ont un grand risque de pneumonie, d'une part parce qu'ils ont une capacité pulmonaire moindre, d'autre part parce qu'ils sont vulnérables du fait d'autres problèmes de santé ou de comorbidité. Et enfin, en particulier, ceux qui sont dans des nursing homes et des hébergements en collectivité sont particulièrement à risque. Je passe à la grippe et je pourrais dire que c'est presque le même combat. Ici, vous avez 3 saisons de grippe. Ce sont des données internationales de l'OMS et qui vous montrent que, bien entendu, selon le virus, la sévérité varie, mais que globalement, on a raison de s'occuper des personnes relativement âgées et le risque augmente avec l'âge. Si je vous donne les dernières données françaises de la saison 2018-2019, sur les courbes de gauche, même si les enfants de moins de 5 ans l'emportent en termes d'hospitalisation, regardez les 65 ans et plus et vous verrez qu'ils arrivent en second. D'autre part, ce sont bien les enfants qui véhiculent la grippe, puisqu'il y a un décalage net entre le risque infectieux chez les enfants et le risque infectieux chez les 65 ans et plus. Si l'on s'intéresse particulièrement aux formes graves chez les sujets de 65 ans et plus, ils représentent la moitié des cas. Et la grippe est une des causes principales de décès chez les personnes âgées.
Certaines années sont particulièrement redoutables, allant jusqu'à 15 000 ou 18 000 personnes en décès en plus. Et en 2017-2018 et la dernière saison, c'était de l'ordre de 13 000 décès. Dernière situation, le zona, et je rejoins complètement M. Prudhomme, de façon internationale, l'incidence du zona chez l'adulte est relativement stable, 3 à 4 patients pour 1000 personnes. Néanmoins, ce taux monte à 12, donc il est multiplié par 4 chez les personnes de 70 ans et plus, ce que vous dit le graphique du haut, où vous voyez bien qu'à partir de 65 ans, l'incidence monte considérablement et au-delà de 65 ans et plus, ceci représente 50% des cas. Si l'on s'intéresse au taux d'hospitalisation, je dirais que les courbes sont quasiment parallèles et que le risque d'hospitalisation pour zona augmente dans les populations les plus âgées. Enfin, si l'on s'intéresse aux personnes les plus âgées et très âgées, les personnes de 80 ans et plus, il est dit et référencé que 50% de ces personnes feront un zona. Quant aux conséquences du zona, qui sont les algies post-zostériennes qui entravent considérablement la qualité de vie des personnes, le graphique de gauche a repris un certain nombre d'études faites dans différents pays et vous retrouvez exactement la même chose, c'est-à-dire que le risque de développer ces algies post-zostériennes augmente considérablement à partir de l'âge de 50 ans. Quant à leur durée, elles vont être d'autant plus longues que le sujet est plus âgé et vous voyez que les plus de 70 ans représentent le groupe qui est le plus à risque. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il est indispensable d'avoir des vaccins, et non seulement des vaccins présents, mais des vaccins recommandés, et non seulement des vaccins recommandés, mais des vaccins administrés. Alors, il y a dans la population générale des personnes dites âgées des rappels qui sont recommandés, une vaccination de la grippe, du zona. Je vais malheureusement ne pas pouvoir détailler les vaccinations des femmes enceintes, ni les voyageurs ou les migrants, ni vraiment les groupes à risque médical pour lesquels on a souvent une attitude beaucoup plus large. Mais connaître les recommandations françaises en 2019 est quelque chose d'absolument indispensable et je me suis permis de vous rappeler l'adresse du site internet où le calendrier vaccinal est accessible et de vous les schématiser très rapidement. Vaccination contre le pneumocoque, il est pour les 2 à 84 ans à risque avec un enchaînement de vaccins conjugués pneumococcique 13 valents d'abord, suivi 8 semaines après au moins une dose de vaccin polysaccharidique à 23 valences, avec un objectif de couverture à 60% qui n'est pas atteint. Vaccination contre la grippe, je dirais que c'est quasiment le même combat. Elle est recommandée et remboursée chez les sujets de 65 ans et plus, et dès 6 mois de vie pour les sujets à risque. Objectif de couverture 75%, il n'est pas atteint. Vaccin contre le zona, nous avons un seul vaccin qui est vivant atténué. C'est pour tous les sujets entre 60 et 75 ans, une seule dose. Et au début, dans les premières années, on voulait aussi faire un rattrapage pour la population des 75-79 ans. C'est une seule dose, il n'y a pas de recommandation de dose de rappel et ça restera à déterminer. C'est un vaccin vivant atténué, il est bien entendu contre-indiqué en cas de déficit immunitaire. Alors, le calendrier vaccinal est simple, il est accessible à tous, il est dans ce petit fascicule sur Internet et vous avez ici le résumé de ce que je viens de vous dire. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de voir comment nous nous situons en France, cadre bleu, par rapport à tous les autres pays du G20, et je dois cette diapositive à Jacques Gaillard. Et vous voyez que pour les personnes de 65 ans et plus, qui nous paraissent quand même la population peut-être la plus à risque, la France ignore ce que d'autres pays font, soit en vaccin polysaccharidique simple, soit en combinaison des deux. En cas de maladie chronique, en particulier chez les adultes jeunes, mais ou bien immunocéprimés chez les adultes jeunes, nous avons une attitude beaucoup plus active et nous proposons ce schéma combiné par rapport à d'autres qui ou ne font rien. Et donc, je crois qu'il y a une vraie démarche de santé publique, non seulement nationale mais internationale, pour essayer de soutenir cette vaccination contre le pneumocoque, puisque vous avez vu que c'est quand même le premier agent à faire mourir. Donc, en fait, la vraie question dans notre pays, c'est comment appliquer les recommandations. Et là, je vous donne quelques taux de couverture vaccinale chez l'adulte qui sont relativement décevants. Comme vous le voyez pour le pneumocoque en France, c'est moins de 20%,
et je compare à côté la bonne couverture vaccinale des enfants, qui est atteint maintenant 95%, et pour le zona, nous sommes encore plus faibles, puisque ces données sont récentes dans la population dite recommandée des 75-75 ans. Elle est autour de 3,2%, ce qui est bien entendu nettement insuffisant pour un vaccin bien supporté. Alors, je retourne à la vaccination contre la grippe. Je pense que M. Thibault nous donnera un répertoire beaucoup plus complet que ce que je vous montre ici, et donc je vais passer vite. Et nous avons quand même une réduction des événements de la mortalité cardiovasculaire qui n'est pas négligeable et qui doit être prise en compte. Incontestablement, il est démontré depuis quelques années que la vaccination perd de son efficacité chez les personnes très âgées. Ça, c'est la première chose, avec des données récentes de Grande-Bretagne. Vous voyez que quel que soit le virus circulant ou en cause, chez les personnes de 75 ans et plus, la vaccination est très modestement efficace. Par ailleurs, on sait que 3 mois après la vaccination, l'efficacité vaccinale sera moindre. Donc oui, la vaccination contre la grippe n'est pas parfaite, mais une fois de plus, nous n'avons rien d'autre à proposer. Et ici, je reprends les données d'une étude qui est faite par le GUEG, qui est un groupe d'information sur la grippe active, et qui, depuis les années 98-99, prend tous les taux de couverture vaccinale par tranche d'âge. Et comme vous le voyez ici, dans la période pandémique 10-11, nous avons eu une perte de confiance considérable vis-à-vis de cette vaccination qui s'est répercutée sur toutes ces tranches d'âge. Il nous faut donc quasiment 10 ans pour récupérer un minimum de confiance. Nous sommes un petit peu mieux sur les populations 75, 70, 74, 65, 69. On n'est pas encore au niveau que nous avions avant la période pandémique. Alors, comment améliorer ces résultats? Je crois que c'est essentiellement en développant une stratégie de communication et je dirais aussi avec le soutien clair des autorités de santé. Nous avons besoin d'eux, ils sont écoutés, on leur fait confiance et manifestement, pour ne donner qu'un exemple sur la vaccination devenue obligatoire chez les enfants de moins de 2 ans, nous avons récupéré les taux de couverture que nous souhaitions avoir et que nous avions perdus. Donc clairement, l'État qui s'engage, qui nous appuie dans notre démarche, est un élément totalement essentiel. Dans cette stratégie de communication, il faudrait établir plus clairement des rendez-vous vaccinaux. Le calendrier a été simplifié. Chez l'adulte, c'est 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans, 75, 85, 95. C'est avant et durant une grossesse, c'est avant un voyage, c'est au début de la saison de grippe. Donc, il faut établir ces rendez-vous vaccinaux. Je crois qu'il faut s'appuyer sur l'intelligence artificielle plus que nous ne le faisons. Il y a une démarche très positive des calendriers électroniques qui ont été abordés, pas complètement utilisés et peut-être un peu sous-utilisés à l'heure actuelle. Par flash d'information, j'entends des messages des autorités de santé, soit à la radio, soit à la télévision, soit dans des journaux. Il nous faut des sites d'information facilement accessibles, des vidéos parce que c'est ce qui, à l'heure actuelle, a de l'impact, et des réceptions d'alerte sur portable. Et au fond, mon objectif, c'est de faire bénéficier toutes les tranches d'âge de cette période plus ouverte à la vaccination depuis janvier 2018. Il faut prendre le mouvement qui est en cours et essayer de développer l'intérêt de la vaccination dans les familles et dans les collectivités et saisir toutes les opportunités pour vacciner. Alors, qui peut vacciner? Nous avons élargi notre plateforme puisque maintenant, l'ensemble des professionnels de santé a les capacités légales de vacciner. Donc, c'est au-delà des médecins. Ça concerne les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières. Et aussi, si vous voulez, je pense que parmi certains de ces groupes, il y a de l'information à apporter et de l'éducation à faire. Il faut certainement mieux, pour les médecins et les différents professionnels de santé, reconnaître les facteurs de risque des infections à prévention vaccinale avec tous ces critères: âge, système immunitaire fragilisé, affections chroniques, dénutrition, polymédication, démence, séjour institutionnel. Il faut mieux connaître les vaccins. Et notre pays s'est doté de bons sites sur lesquels il faut aller et qui permettent de contrecarrer des opinions parfois contraires et de tempérer un certain nombre de mouvements. Ces sites dont je vous donne les coordonnées sont des sites fiables, qui sont reconnus et qui sont actualisés. Mieux reconnaître les recommandations officielles, c'est connaître où trouver le calendrier et favoriser l'accès à la communication et à l'information. Je vous en ai cité 3.
L'un qui dépend de Santé publique France et qui est un très bon site, à la fois pour le public et les professionnels, vaccinationinfoservice.fr, Infovac.fr, dont je fais partie, qui est créé en 2003 sous l'égide de Claire-Anne Sigrist, qui avait commencé en Suisse et qui poursuit cette action, qui est réservée aux professionnels, mais que nous avons élargi aux médecins généralistes et aux pharmaciens. Enfin, grippe, GEIG pour le problème plus spécifique de la grippe. Il faut beaucoup utiliser le réseau Internet, ces sites référencés, les interactions avec les réseaux sociaux et le Web 2 en particulier. Quand on prend la parole, je pense qu'il faut raconter une histoire personnelle, faire intervenir des patients, ça peut changer une vie, répondre aux questions soulevées sur les vaccins et la vaccination, et j'espère que vous nous en poserez beaucoup, et avoir des articles avec vidéos courtes. Enfin, je crois que j'en ai terminé. Et des mots-clés pour convaincre. Chaque personne est importante. Je crois beaucoup à la communication bottom-up, je crois énormément à l'écoute bienveillante, à la notion de confiance, de transparence des données et d'une information qui est claire, factuelle, documentée, référencée pour soutenir nos propos. Et donc, en conclusion, on vit plus longtemps. Il faut essayer d'améliorer les conditions de vie en bonne santé et de les faire durer plus longtemps. Il faut donc étendre toutes les opportunités où elles se placent. La vaccination est l'une d'elles. Il faut diffuser l'idée que les vies longues en bonne santé sont une richesse à cultiver. Je tiens beaucoup à cette notion-là. C'est une richesse pour l'individu lui-même, pour sa famille, pour la société. Je ne vais pas détailler tout ce qu'un senior peut faire encore dans une société, soit en soutien de famille, soit en consommateur, soit en innovateur, soit en entrepreneur, soit encore en membre de la force de travail. Et l'engagement social renforce la santé et le bien-être des seniors. Je crois que ça n'est plus à démontrer. Quant aux stratégies nationales qui sont les conditions d'un succès, elles associent les politiques, les autorités de santé, les professionnels de santé et le public. Et je crois que tous ces corps de métier ou des groupes professionnels doivent entrer en ligne de compte. Enfin, mon dernier message, c'est qu'il y a, et j'espère que vous l'avez compris, sur les données médicales publiées multiples, il y a un risque et un coût à ne rien faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Wall-Olivier. Vraiment très intéressant et des données qui portent à réflexion, matière à réflexion, comme on dit. Alors évidemment, on passe à notre prochain conférencier qui va discuter des bonnes pratiques dans la société civile. Alors j'aimerais vous présenter le professeur, M. Michel-Philippe Thébault, qui est président de l'Alliance du cœur en France. M. Thébault, la parole est à vous. Allô, Monsieur Thébault? Est-ce que nous avons M. Thébault avec nous? Est-ce qu'on l'a perdu? Je pense que peut-être il a une petite difficulté avec l'audio. Ok, alors je peux peut-être donner un petit résumé de la présentation. Monsieur Thébault, avec l'Alliance du cœur, a eu beaucoup de succès avec une brochure sur les vaccins. Et il a voulu parler de ses succès, ainsi que avec quelques 14 autres organisations en France, en fait, qui ont aussi soutenu cette initiative. Mais malheureusement, si M. Philippe Thébault n'est pas avec nous, il ne peut pas nous parler. Peut-être qu'on va pouvoir avoir plus d'informations sur cette initiative dans l'email qui va suivre cet webinaire. Alors, pour le moment, peut-être que nous pouvons poser des questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, soumettez-les dans la fonction de questions et réponses. Si vous permettez, moi je voudrais remercier les personnes qui nous accordent 1 heure de leur journée pour écouter.
Et c'est un bon début. Oui, bien sûr. OK, j'ai une question ici qui a été soumise par la fonction de chat. Excusez-moi. Alors, en France en particulier, que peut-on faire pour encourager la collaboration entre les associations de patients? Alors, c'est une excellente question. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps dans une association de lutte contre la méningite qui était avec des parents dont au moins un enfant avait fait une méningite et pouvait en avoir eu soit des conséquences très délétères en termes de handicap, soit même des décès. Et j'avais trouvé ce travail absolument passionnant et en fait un peu méconnu. Il y a au moins 2 associations contre la méningite qui sont des structures qui n'ont pas de fonds très importants, ce qui leur permet difficilement d'avoir une plateforme de communication vraiment notable. Néanmoins, elles font partie d'une association internationale dans laquelle j'étais au comité scientifique qui s'appelle le COMO. Le COMO est rattaché de près ou de loin au MRF, qui est le Meningitis Research Foundation anglais, qui lui est très puissant, très actif, très dynamique et très porteur, qui a un site internet qui est très bien fait. Et je pense que les associations entre elles auraient probablement intérêt à se réunir pour avoir un peu plus de portée et de poids auprès des autorités de santé. Ça, je pense, si vous voulez, par exemple, quand on voit la diapositive montrant que 14 associations se groupent autour d'un thème central qui est le cœur, je crois que c'est très, très bien. Et je pense qu'il faut réfléchir en termes de réseau pour créer un mouvement suffisant pour être entendu. De la même façon, M. Prudhomme vous montrait combien d'associations se sont regroupées pour avoir un bruit, d'être plus audible. Au fond, je laisserai volontiers la parole à M. Prudhomme, qui a plus d'expérience puisqu'il a été président, ou il est toujours président et membre fondateur de son groupe. Merci, professeur Boisvert-Olivier. En fait, je dirais il y a une responsabilité individuelle, en fait, que, comme de mon côté, je suis directeur général du réseau FADOC, évidemment, de collaborer avec d'autres organisations, de rencontrer les autres organisations autant que possible une fois par année pour connaître les différents dossiers communs. Donc, évidemment, quand on parle ici de vaccination, c'est un dossier qui touche beaucoup de différents groupes, que ce soit des groupes, comme vous avez mentionné, qui ont des maladies chroniques, les personnes âgées, même chez les plus jeunes, effectivement. Et ça, c'est une première chose qu'il faut se donner comme discipline, c'est-à-dire d'aller vers les autres pour pouvoir voir les différents dossiers qu'on peut mener de front pour essayer d'accélérer, dans le fond, que ce soit de la couverture de vaccination ou autre. La deuxième chose, je dirais, ici au Québec, en fait, on a quelque chose d'assez intéressant. Il y a une organisation qui regroupe toutes les pharmaceutiques d'origine, et celles-ci font des déjeuners-conférences où elles invitent toutes les organisations touchées. Entendez? Lorsqu'on parle de différentes problématiques, entre autres la vaccination. Donc, ça, c'est une façon où on peut se rejoindre effectivement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ah. Monsieur Thébault à l'appareil, est-ce que vous m'entendez maintenant? Super bien. Ah, bah écoutez, désolé de ce contretemps parce que j'essaie de me bagarrer avec la technique, mais apparemment c'est comme les vaccins, il faut faire des rappels. Exactement. Je voulais juste déjà vous remercier pour l'invitation et excusez mon retard. Je remercie aussi toutes les présentations que j'ai entendues, notamment très détaillées de Madame Veil-Olivier. C'était vraiment très intéressant. Merci. Donc, alors, merci aussi pour le fait que les associations de patients soient sollicitées dans ce genre de démarche, parce que c'est vrai que nos populations, pour ce qui concerne Alliance du Cœur, que je vous présente en quelques mots, Alliance du Cœur, c'est une union d'associations de patients qui concerne toutes les pathologies cardiovasculaires. Alors, quand je dis toutes les pathologies, c'est essentiellement aussi bien les personnes greffées, pontées, valvées, les cardiopathies congénitales, les personnes porteurs de défibrillateurs, enfin, je veux dire absolument toutes les personnes qui passent entre les mains des cardiologues ou des chirurgiens cardiaques.
Donc, nous avons été, nous sommes très concernés par la vaccination en général, parce qu'on se rend compte que d'abord, toutes les personnes traitées en cardiologie, les trois quarts des personnes ont un besoin absolu d'être protégées par une vaccination. Alors tout à l'heure, j'entendais les chiffres et les explications sur la grippe, qui est effectivement une des maladies qu'il faut absolument combattre tout de suite, c'est-à-dire donc la vaccination peut permettre d'atténuer les effets, parce que les personnes de nos populations, pour la plupart immunodéprimées, se retrouvent dans une situation difficile quand la grippe vient les attraper. Donc c'est pour ça que déjà nous avons une obligation de rappel à tous nos patients, enfin à tous les patients, à tous les membres de nos associations. Un rappel aussi aux professionnels de santé qui nous entourent pour leur demander de nous aider dans cette démarche, ce qui n'est pas fait de façon régulière. Pourquoi? Parce que je dirais que, et je ne sais pas, je demanderai à Mme Belle-Olivier de le confirmer, c'est que les professionnels de santé n'ont pas, comment dire, pendant leurs études, n'ont pas un cursus important sur la vaccination. Je dirais même que c'est évoqué très rapidement. Et après, bien sûr, ne s'installe pas le réflexe d'en parler à tous les patients qu'ils peuvent croiser. Donc, je pense que ce que je viens de dire est à peu près exact et qu'il y a là aussi quelque chose à faire. Enfin, je pense. Sinon, ce qui est important aussi, c'est de rappeler que cette vaccination, même les personnes qui sont concernées, même celles qui sont au courant, à qui on donne les informations, qu'on leur dit venez avec des bons de vaccination, pour cela, là aussi, il y a un travail à faire, parce que ces personnes ne se rendent pas aussi bien chez leur médecin, avec le bon, ou rencontrer des infirmières qui pourraient leur faire cette vaccination. Et là aussi, on a un travail de terrain à faire. Il faut absolument que les gens prennent conscience qu'il y a un réel danger de ne pas se vacciner quand on est dans cette situation de santé. Donc ça aussi, c'est un rappel que l'on a fait dans notre brochure. Donc vous avez pu la voir passer. Donc on peut passer rapidement la prochaine diapo. Donc bon, les membres, bon ça c'est pour l'information. Mais si on continue, nous avons des indications. Bon, on rappelle bien sûr ce bénéfice de la vaccination, mais déjà le professeur Belle-Olivier en a parlé. Sinon, sur les diapositives suivantes, on voit bien, alors bien sûr, on a ce problème des idées reçues. On parle beaucoup d'aluminium, on parle beaucoup d'effets secondaires, on parle évidemment de plein de choses. On peut dire que même quand on n'est pas malade, c'est la vaccination qui nous rend malade. Donc voilà aussi toutes ces choses qu'il faut combattre, qu'il faut expliquer. Et effectivement, si nos médecins n'ont pas le temps, toujours dans leur consultation, d'expliquer la vaccination, c'est à nous, associations ou même le pouvoir public, de donner une information de façon à ce que les personnes qui sont âgées, les enfants, les parents d'enfants tout jeunes, toutes ces personnes-là doivent recevoir une information qui leur explique que la vaccination est vitale et qu'il ne faut absolument pas passer à côté. Donc voilà, donc sur les autres diapositives, nous avons bien sûr alors le vrai du faux. Là aussi, c'est toujours intéressant de voir pourquoi les gens ne sont pas vaccinés. Il y en a qui disent, bien sûr, on ne me l'a pas proposé. Et ça, malheureusement, je veux bien le croire. De douter de l'efficacité du vaccin. Alors ça, bien sûr, c'est à nous de combattre aussi cette affirmation, de se poser cette question, c'est pas normal. On démontre l'efficacité d'un vaccin. Les effets indésirables, là aussi, bon, bien sûr, une piqûre, ça fait toujours un peu mal, mais après, on pense qu'on souffre à cause de cette vaccination. Donc là aussi, c'est pareil, il faut atténuer ces idées. Ne pas se rendre… alors, je ne me sens pas à risque vis-à-vis de la grippe. Alors oui, c'est sûr, tant qu'on ne l'a pas, on se sent bien, c'est normal. Je suis contre la vaccination générale. Là aussi, c'est un problème. C'est les gens qui disent que vous allez rencontrer des personnes comme certains anti-vaccinaux qui vous diront, voyez, j'ai 80 ans, j'ai jamais été vacciné, je suis toujours vivant. Oui, mais le seul problème, c'est ce que je leur réponds. Je dis, vous êtes tout seul à 80 ans à me raconter ça. J'aimerais que vous soyez des milliers à pouvoir le dire, et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas parce que justement, la vaccination, si on ne la fait pas, et là, on peut plus en parler après. On n'est peut-être pas dans une situation de santé formidable. Je suis contre la vaccination, ça je viens de le dire. Autre, je n'ai pas pu me faire vacciner ou j'ai oublié de me faire vacciner. Alors ça, malheureusement, c'est vrai. Des gens peuvent oublier. Le vaccin peut rester dans le frigo. Ils l'ont acheté, ils ont fait la démarche et puis on ne l'utilise pas. Donc ça, c'est tout à fait exact. Là, c'est pareil. Est-ce que
les professionnels de santé ne pourraient pas de temps en temps faire une sorte de rappel à leurs patients, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être important. Et puis sinon, on explique aussi de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est les raisons de la vaccination. Donc bien sûr, tout ça, vous le lisez comme moi, les recommandations. Alors le bon de vaccination, parlons-en. Tout le monde ne reçoit pas les bons de vaccination. Pour preuve, nous avons constitué un groupe d'une douzaine d'associations de malades chroniques, de malades sur différents sujets. Ça peut être aussi bien des gens qui ont été atteints d'un lymphome, des malades cardiovasculaires bien sûr, des diabétiques, enfin différentes personnes. Et on a constitué ce groupe Avenir qui donc fait bien sûr campagne pour la vaccination en général. Et on se rend compte que quand on se concerte ensemble, on réalise que les bons de vaccination n'ont pas été envoyés dans toutes les régions, ce n'est pas identique. Il y a des gens qui devraient le recevoir directement et ce n'est pas le cas. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire auprès des institutions, enfin auprès des services, des pouvoirs publics pour justement que les bons de vaccination soient peut-être mieux distribués et soient bien validés. Il y a un manque à ce niveau-là. Sinon, on va passer sur les diapositives suivantes. Bon, nous avons effectivement 3 vaccins qui étaient obligatoires avant 2018. Ensuite, nous sommes passés à 11. Alors, vaccins infantiles, surtout, qui ont été donc rendus obligatoires en 2018. D'où les résultats qu'évoquait Catherine Bell-Olivier tout à l'heure, qui sont effectivement pour les enfants très importants. Pour les adultes, nous avons un travail énorme encore à faire. Diapositive suivante. Les autorités, ça c'est un rappel effectivement qui a été fait tout à l'heure. Diapositive suivante. Sécurité des vaccins, oui aussi. Bien sûr, les gens, les anti-vaccinaux notamment, essayent de critiquer avec cette présence d'aluminium, avec certains contrôles, enfin en expliquant que tout ça, il y a des problèmes dans la composition des vaccins. Donc c'est à nous aussi et aux professionnels de santé ainsi qu'aux industriels d'être très clairs dans les explications pour que les gens puissent savoir quel est le rôle, par exemple, de l'aluminium dans les vaccins. On ne met pas de l'aluminium pour se faire plaisir, on le met pour des raisons bien spécifiques et techniques. Donc tout ça, c'est à mieux expliquer, mieux abonder au fur et à mesure des rencontres entre professionnels et patients, ainsi que nous, associations. Par ce type de brochure, par exemple, nous pouvons apporter des réponses sur les questions que les gens peuvent se poser. Diapositive suivante. C'est bon. C'était très bien. Donc voilà, nous, ce que l'on a, nous, en tant qu'association, notre rôle, c'est effectivement de le rappeler. Donc nous faisons campagne, que ce soit à l'occasion de journées de dépistage, quand nous sommes présents dans des écoles, des collèges, des lycées. Nous rappelons la vaccination, nous rappelons son rôle. Dès que nous faisons des conférences médicales ou des interventions dans certains centres, nous expliquons aussi aux gens quel est le rôle de la vaccination et à leur âge, parce que souvent on se retrouve avec des publics d'un certain âge, on leur explique le danger de ne pas être vacciné. Donc nous le rappelons aussi aux professionnels que grâce à eux, s'ils peuvent être vaccinés, déjà c'est un signe fort qui est adressé aux gens qu'ils rencontrent. Dans certains pays, je crois qu'au Canada, c'est ce qui s'est fait, les professionnels de santé dans certains établissements hospitaliers s'annonçaient avec ou un badge ou du moins un signe distinctif pour dire qu'eux étaient vaccinés et certains ne l'étaient pas. Donc ça permettait aussi aux gens qui avaient une situation médicale à risque de se dire « moi je veux être reçu ». Alors c'est vrai que ça peut être discutable, mais je veux être reçu par une personne qui est vaccinée. Donc ça aussi en France, pour l'instant on n'en est pas là, mais est-ce que c'est à venir? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit, pousser? Pourquoi pas? Je pense que les professionnels ne sont pas suffisamment vaccinés. Et alors là, c'est pas à moi de décider pour eux, mais je pense qu'il y a un signe qui n'est pas suffisamment fort pour leurs propres patients. Donc voilà un petit peu le mot que nous, en tant qu'association, on souhaite rappeler. Je ne peux que valider ce que vous dites. Il y a eu 2 questions. Il y a la question de Charles Lutens, il y a la question de Lynn Morgan-Marsden. Elles se recoupent en réalité. Comment réussir un programme vaccinal? Je pense que chaque médecin doit se sentir concerné. Je valide tout à fait ce qu'a dit M. Thébault. Un médecin vacciné est un médecin qui sera beaucoup plus convaincant. S'il a vacciné lui-même, sa famille
Et voir ses petits-enfants, c'est un élément qui apporte beaucoup. Les familles se sentent beaucoup plus en sécurité quand un médecin a partagé la même vaccination avec eux. Comment avoir un accès facilité à la vaccination? Je crois qu'effectivement, il y a le problème de est-ce qu'il faut se souvenir qu'on arrive à 45 ans et qu'on a besoin d'un vaccin? C'est quelque chose qui n'est pas du tout passé dans les habitudes. On a besoin de rappel. On a besoin d'un rappel sur son iPhone ou son appareil portable ou sur son ordinateur. Je pense qu'effectivement, il faut créer aussi une dynamique où on se sente un peu plus concerné par sa santé, par la promotion de sa santé, par la prévention des maladies infectieuses. Et puis à la question plus spécifique de Charles Nutins, de comment aborder la vaccination au cours d'une consultation, je dirais que la première chose, ça prend du temps. La deuxième chose, c'est d'écouter la personne et de savoir où elle en est et de quelle base on part. Autant dans la connaissance qu'elle pourrait avoir de la maladie infectieuse, pour rectifier un certain nombre de choses, que dans le domaine de la vaccination, pour dire, ben voilà, c'est un vaccin qui a une autorisation de mise sur le marché dans cette tranche d'âge. Le gouvernement ou les autorités de santé ont choisi tel et tel positionnement. Essayer de les aider à comprendre la démarche en disant que de toute façon, la vaccination est un bénéfice individuel, mais que malgré tout, quand on a une politique de santé publique, on cherche à protéger un maximum de personnes concernées, vulnérables dans la population et qu'il peut y participer. Donc, je crois que la relation de confiance, commençant par l'écoute, est quelque chose de fondamental. Ça prend beaucoup de temps. C'est très consommateur. Mais voilà, je trouve que c'est très positif. Je reviendrai sur ce qu'a dit M. Thébault. C'est vrai que dans le domaine de la grippe, dans notre étude du GEIG qui est annuelle et que nous reconduisons donc régulièrement, on voit que presque 25% des médecins ne se sentent pas vraiment concernés par la vaccination et les taux sont encore bien inférieurs chez les infirmières. Et pour l'instant, les pharmaciens sont très partie prenante, mais il y a une grosse démarche d'éducation à proposer. Donc, on est dans un balbutiement où on a des recommandations et nous, en France, je crois que notre question majeure, elle est de travailler sur la logistique de l'application des vaccinations. Parfait. Merci, professeur Wall-Olivier. Merci, M. Thébault, pour votre présentation. Puis, tout à l'heure, on a eu une question auquel j'aimerais peut-être que M. Thébault adresse un petit peu. C'était, les gens nous demandaient comment on fait pour regrouper les associations, comment on fait pour pouvoir avoir une force plus grande en se mettant ensemble pour travailler nos dossiers. Et dans votre dossier que vous avez présenté, en fait, vous aviez plusieurs organisations qui se sont unies pour la cause. Alors peut-être vous pourriez nous mentionner un petit peu comment ça s'est produit, comment vous en êtes venu à vous allier comme ça. Alors, vous savez, pour se relier, bon, ben déjà, il faut se connaître. Nous avions donc à la base Alliance du Cœur, bon, elle est une union donc qui avance, qui essaye de communiquer au maximum. On essaye d'être présent sur pas mal de secteurs et notamment quand on a commencé à évoquer la vaccination, nous nous sommes retrouvés, on a été rejoints par d'autres associations qui avaient le même problème. Il faut reconnaître aussi que des professionnels de santé et des industriels qui sont aussi partie prenante dans ce genre de démarche ont trouvé qu'il fallait absolument que l'on fasse qu'on se regroupe, et donc c'est pour ça qu'on a créé ce groupe Avenir. Et c'est vrai qu'à l'origine, nous étions que 7 ou 8 assos, associations qui avions décidé de nous unir, et petit à petit, on a été rejoints par d'autres. C'est, je dirais, le cheminement normal d'un combat qui est pas facile, puisque la vaccination, on a travaillé aussi en France sur une concertation citoyenne. Et à l'époque, nous avions donc été invités, nous, en tant que groupe Avenir, pour venir participer au débat public avec le public et les professionnels, les institutionnels, justement pour échanger sur nos besoins, nos attentes, nos craintes aussi, puisque je pense que les gens sont aussi craintifs par rapport à la vaccination. Donc, on a vraiment travaillé de concert avec toutes sortes de personnes et notamment, ça nous a renforcé dans notre idée d'être un groupe. Donc, ce groupe commence à être connu et reconnu. Donc, petit à petit, d'autres, on le souhaite, d'autres associations qui ont aussi des malades chroniques avec des difficultés, qui ont des besoins de protection, puissent nous rejoindre. Et ça, c'est comme ça. Je dirais que ça se fait un peu directement, quoi. Les gens nous